Bonjour à tous, bienvenue au sommet La réponse est en toi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec un de mes mentors, celui qui m'a tout appris sur le cerveau, Mathieu Boulet, qui est, comme on le voit sur sa casquette, c'est super pratique ça, ostéopathe, posturologue, formateur et conférencier. Donc il est expert en neurologie fonctionnelle, il va pas aimer que je dise ça, mais c'est pas grave. Fondateur de l'Institut IP et de Perso-Neuro. Et puis il a plein d'activités, donc on va pas faire tout l'éventail de ses activités parce que ça prendrait trop de temps, mais voilà pour l'essentiel de ce qu'il fait. Merci beaucoup de ta présence, Matt. Est-ce que tu as quelque chose pour compléter ta présentation, sachant que ton parcours, on en avait discuté dans un entretien inspirant qui est disponible sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur ce que tu as fait. C'est très complet, c'est très complet. J'ai eu des mentors moi aussi, donc peut-être juste mentionner Dr Bernard Bricot, qui lui m'a tout appris sur le potentiel possible du cerveau. Et ça date de 2002. Alors, je suis très, très content d'être avec toi aujourd'hui, à savoir que ben, finalement, on est un peu la continuité des enseignements qui se font depuis un bon bout de temps, à savoir à quel point le cerveau est puissant. Donc, de pouvoir en parler, toi et moi, aujourd'hui, ben, je trouve ça super cool. Donc, merci beaucoup de me recevoir pour ton sommet. Une deuxième fois, je suis très, très honoré d'être Oui, avec toi. merci beaucoup. J'avoue que c'est un petit plaisir égoïste de pouvoir échanger avec toi, parce que comme tu me disais en off avant qu'on commence, on n'a pas toujours le temps de discuter autant qu'on voudrait, parce qu'on est tous très occupés. Donc bah là, c'est aussi l'opportunité pour moi de discuter avec toi d'un thème que j'aime beaucoup, parce que c'est une de mes phrases préférées, celle que probablement je dis à tous mes clients, et probablement plusieurs fois à chaque client. Je leur dis toujours, tout est lié. Tout est lié, c'est quoi? Le corps et l'esprit, l'équilibre physique et l'équilibre mental, la posture physique et la posture psychologique. Et puis du coup, on va discuter aussi de l'intérêt de cette approche holistique, donc de ne pas faire de distinction entre le corps et l'esprit, d'avoir vraiment cette vision globale de l'être humain. Et puis, ça sera l'occasion de partager quelques conseils pratiques pour les personnes qui nous occupent, qui nous écoutent, qui ont besoin, elles, d'être performantes et pas juste ponctuellement, mais d'être performantes sur la durée parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout entrepreneur ou manager, dirigeant d'entreprise, toute personne qui veut impacter finalement le monde autour de lui, ben, on a besoin d'être en forme. Ouais, puis comme tu le dis, surtout sur l'idée de la longévité, ouais, c'est le vrai enjeu pour moi, il est là, absolument. L'idée, c'est qu'il faut que ça tienne dans le temps, puis à la limite, il faut s'améliorer dans le temps et pas être victime de ce qu'on pourrait appeler de l'agisme, hein, de dire, ben, c'est à cause de mon âge que. Et oui, absolument, c'est ça le but. C'est marrant que tu dis ça parce que c'est aussi des trucs que je dis souvent à mes clients. Je dis, non, c'est pas une excuse. C'est pas parce que tu as 40, 100 ou 50 ans ou 60 ans que tu as l'excuse d'être moins bon. C'est à un moment, il faut comprendre pourquoi. Certes, Ouais. le corps humain, quand il vieillit, il y a des choses qui se dégradent, mais ça se dégrade pas d'un coup, quoi. Donc, à un moment, tu as aussi la possibilité, et on pourra en discuter parce qu'on a tous les deux des exemples, et tu en as encore plus que moi, de personnes qui ont récupéré de leur potentiel à n'importe quel âge. Ouais. Ouais, absolument. Absolument. Moi, je bosse plus aujourd'hui que je bossais il y a 20 ans. Je m'entraîne en musculation avec des charges plus lourdes que celles que j'étais capable de tolérer il y a 20 ans. Et j'ai un équilibre émotionnel que j'avais pas non plus il y a 20 ans. Donc, on va dire que ça prend beaucoup de temps pour les hommes de maturer émotionnellement, peut-être, j'ai rien contre, mais il y a quand même que quand on regarde ça dans l'ensemble, c'est surprenant de voir à quel point est-ce que finalement l'âge, alors, c'est une finalité et une fatalité dans le sens où on va tous mourir, mais honnêtement, l'idée de, ben, parce que j'ai tel âge ou j'ai tel âge, je peux pas m'améliorer, ça c'est vraiment un mensonge épouvantable et ça, il faut faire des entretiens comme ceux qu'on fait en ce moment pour en parler, là. Ouais, super. Alors du coup, passons dans le vif du sujet. On va parler de ce lien entre corps et esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la neurologie fonctionnelle ou neurologie fonctionnelle appliquée, si tu veux faire des distinctions, tu pourras expliquer la différence, permet de montrer en fait cette interconnexion entre le corps et l'esprit? Oui, en fait, on commence à se développer en tant qu'être humain et on ne sait pas qu'on existe. Et ça, c'est important de le dire parce que la plupart des gens qu'on rencontre, nos clients, nos patients,
euh, se disent qu'ils ont toujours été responsables de leur sort, en fait. Et qu'au final, je trouve qu'on se blâme pour beaucoup de choses. Et d'une part, on se dit, il n'y a pas moyen de s'améliorer, mais de d'autre part, on se dit, c'est de ma faute. Et je trouve que tout ça, c'est un peu épouvantable parce qu'il n'y a absolument rien de ça qui est vrai. À savoir que on a commencé à développer notre connexion avec soi-même dans le ventre de notre mère. Donc, on n'était pas conscient du fait qu'on existait et on commence à savoir que l'on est une entité à part entière à partir de l'âge de 2 ou 3 ans. Mais à partir de 2 ou 3 ans, ça fait longtemps qu'on a connecté notre cerveau avec notre corps. Ça fait longtemps qu'on est devenu quelque chose de vivant et de conséquent. Et pourtant, on peut se développer dans ce contexte-là avec beaucoup d'équilibre, avec un peu moins d'équilibre ou avec très, très peu d'équilibre. Et l'équilibre, c'est deux choses à ce moment-là. C'est littéralement notre capacité à tenir debout de façon stable, mais c'est aussi la façon dont notre cerveau a été capable de recruter, par exemple, le côté droit de notre corps, le côté gauche de notre corps, et de le faire de façon coordonnée, adéquate et conséquente pour être finalement efficace dans le mouvement. Alors, tout ça, c'est vraiment la base de comment l'être humain est capable de fonctionner dans son ensemble. Et c'est le point de départ de toutes les autres possibilités de cet être humain-là. Ce qui fait que si par la suite, en tant que euh, jeune adulte ou moins jeune adulte, si à partir du moment où, à un certain moment donné, à partir de 25 ans, on le sait, on entre automatiquement tous dans une forme de déclin cognitif progressif. Alors, ça peut être très, très lent, comme on le disait. Ça peut être très progressif et à la limite, ça peut être qu'on le ressente à peine. Euh, et tout ça, c'est en lien avec à quel point est-ce qu'on avait bâti des bonnes connexions quand on était beaucoup plus jeune et à quel point est-ce qu'on les entretient une fois qu'il y a un déclin tout naturel qui se met en place. C'est un peu comme les gens vont comprendre davantage l'idée de la masse musculaire. On sait tous que à partir du moment où on commence à vieillir, on perd de la masse musculaire tout naturellement si on ne fait rien. Sauf qu'on sait très bien que si on fait quelque chose, on n'a pas à perdre de la masse musculaire. C'est peut-être de plus en plus difficile d'en gagner, ça c'est autre chose. Mais d'en perdre, il y a moyen de tout à fait annuler ce processus-là euh, finalement de recul physiologique. Alors, si c'est vrai pour les muscles, ça pourrait être vrai pour la connexion entre le cerveau et ces muscles-là qui sont au cœur de, finalement, de tout ce qu'on fait, de toutes nos actions, parce que tout ce qu'on fait a comme point commun la contraction des muscles, que ce soit la parole, que ce soit de se mettre, quand on dit de se mettre en action, euh, finalement, donc l'intégrité de ces connexions-là, moi, c'est mon obsession depuis près de 20 ans, parce que je me dis, peu importe les enjeux des gens qui nous consultent, au final, s'ils ont des meilleures connexions entre leur cerveau et leurs 600 muscles, il y a des bonnes chances qu'ils puissent accomplir un peu plus de ce qu'ils veulent. Ça peut être vrai dans les enjeux sportifs. C'est définitivement vrai en société quand on a des objectifs de rentabilité, quand on est manager d'une équipe et qu'on a à cœur vraiment le fait que tout le monde dans cette équipe-là soit bien et que tout le monde travaille ensemble vers un objectif commun. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Hein. Quand on regarde ça, C'est clair. c'est C'est vraiment du du sport de haut sport. niveau, hein. C'est du C'est sport de haut vraiment du niveau. sport de haut niveau, Mm, ouais, mm. surtout si on veut le faire correctement. Et d'où l'intérêt grandissant, je le vois avec toi, je le vois avec d'autres aussi, pour les sociétés de se dire, OK, finalement, peut-être qu'on a besoin d'intervenants qui peuvent nous booster et nous amener à se booster naturellement sur la longévité. Donc oui, c'est un peu l'idée. Mm. Et c'est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait de se booster naturellement. Parce que bien sûr, il y a plein de techniques pour tenir le coup. Ouais, on peut se gaver de caféine, on peut passer à des drogues un peu plus dures que la caféine, mais on parlait aussi au début de notre entretien de longévité. Et du coup, être sur quelque chose de plus naturel qui finalement permet d'utiliser ton corps et ton cerveau de la meilleure des façons et d'entretenir tout ça, c'est ça le gage de la longévité parce que compenser un manque de sommeil par de la caféine, ça va tenir un temps et puis après, ça marche plus trop bien. Après, c'est de la cocaïne. Alors, une ligne de coke par-ci, une ligne de coke par-là. Bon, j'imagine qu'une fois de temps en temps, c'est peut-être pas trop pire, mais c'est quand ça devient. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais quand ça devient une stratégie,
et que ça fait partie du plan. Et on rit, mais pour certains, c'est ça, en fait. Hein. Ouais. Dans le monde corpo, tu sais, le préjugé un peu qu'on a ici en Amérique, c'est que dans les grands bureaux d'avocats, en fait, ça fonctionne que comme ça. C'est ou un verre d'alcool ou une ligne de coke, parce que, bon, c'est vraiment un milieu où il y a des échéanciers ou une pression épouvantable, en fait, là, dans les grands cabinets d'avocats. C'est ce qu'on voit dans les films, mais en fait, C'est moi, ce que pour en j'allais te dire, connaître c'est ce quelques-uns, que les séries américaines nous renvoient comme image aussi, hein. ouais. Mm. Et honnêtement, c'est pour en connaître plusieurs ici à Montréal, c'est pas tout à fait faux. Donc, après, c'est ça, c'est de dire que, ben oui, mais sur le long terme, c'est vrai, ça tient pas. Ça tient pas le coup. Et au-delà de la carrière qu'on peut avoir dans du sport de haut niveau, hein, que ce soit du sport corporatif ou du sport comme les athlètes qu'on regarde à la télé, il y a toujours l'après-carrière. Et l'après-carrière, des fois, vient assez vite. Il y en a pour qui le plan de carrière, justement, c'est de bosser beaucoup pendant un certain temps pour pouvoir, par exemple, prendre une retraite un peu prématurée par rapport à ce qui se fait. Bon, chez vous, vous prenez la retraite un peu après nous. On est sur, en fait, un peu avant nous au Canada. Je pense qu'on est sur 3 ou 4 ans de différence. Là. Mais c'est 3 ou 4 années en France qui sont toujours là, tu sais, au cœur d'un débat. Là. Mais pour dire que finalement, l'idée, c'est que peu importe l'âge à laquelle on choisit de passer à un autre type d'activité, ben, comment on se sent physiquement, comment on se sent dans sa tête et est-ce que finalement on est capable d'en profiter ou non. Et il y a Mm. beaucoup trop d'athlètes de haut niveau qui ne profitent pas tant de leur retraite. Et c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans le corpo aussi. Euh, Et je pense qu'on a tous autour de nous des exemples de personnes qui n'ont pas eu beaucoup de temps pour profiter de la retraite et qui ont été victimes soit d'une mort prématurée, soit de maladies neurodégénératives, parce que c'est un peu le mal du siècle aussi. Euh, donc ouais, on a tout intérêt non seulement à durer, mais à pas se brûler, quoi. Moi, je dis souvent aussi, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'on se rend compte de ça plus on vieillit. Parce qu'on se dit finalement, les journées peuvent paraître de plus en plus longues si on se donne la peine de vouloir, ben, si on veut accomplir plein de choses. Et puis oui, vraiment, l'idée de la durabilité, l'hygiène de vie, c'est pas des sujets très sexy, mais en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une certaine liberté. Puis, tu sais, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on est vraiment libre? Moi, plus j'étudie le corps humain, plus je me rends compte qu'on n'est pas libre du tout et que ça n'a absolument rien à voir avec c'est qui le président ou le premier ministre de la France. Mais en fait, ça a tout à voir. Bon, ça peut plus ou moins aider, là. Mais en fait, c'est vrai que c'est super secondaire tout ça parce que cette fameuse liberté d'être et d'action, elle vient vraiment de à quel point est-ce que nous, on est capable de faire des trucs par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et comme on disait, de se booster soi-même. Donc, finalement, d'avoir le goût des choses sans avoir à se faire euh, dire qu'on devrait avoir le goût des choses et sans avoir besoin de produits qui sont pas très bons pour nous au final, qui artificiellement nous amènent à peut-être être capable de faire un peu plus une fois de temps en temps. Ouais, donc d'activer les autoroutes dans le cerveau pour la motivation, les autoroutes qui nous permettent naturellement de diminuer le niveau de stress lorsqu'il est trop élevé, surtout que souvent c'est pour des raisons qui sont pas très valables. Et puis oui, donc définitivement, là, bon, le type d'approche que toi et moi on propose, je crois que c'est en fait absolument essentiel si on veut atteindre nos objectifs pendant notre carrière, mais ben, notre carrière finalement qui se transforme en d'autres activités par la suite, peut-être capable de profiter autant de A que de B, là, en fait. Ouais. Est-ce que tu as un exemple concret pour les personnes qui n'ont jamais fait de neurologie fonctionnelle appliquée, sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ça a un impact finalement sur l'état mental et l'état émotionnel d'une personne? Alors que nous, on passe par le corps finalement. Ouais, ouais, c'est une très bonne question. En fait, c'est super simple. La première chose à faire, ben, c'est en fait, de pas trop écouter ce que les gens nous disent. Parce que ce que les gens nous disent, en fait, c'est un peu le narratif qui se sont construits. Je dis pas que les gens font exprès de nous raconter un peu n'importe quoi, mais je dis qu'ils nous racontent quand même un peu n'importe quoi. Et c'est pas tant de leur faute, comme je disais en début d'entretien. C'est-à-dire qu'ils ont consulté peut-être d'autres professionnels et il n'y a pas de vérité absolue, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de demi-vérités et les demi-vérités sont les pires mensonges. Je pense que les gens se sont convaincus qu'ils ont un peu de ci, un peu de ça, qu'ils sont un peu comme ci, qu'ils sont un peu comme ça.
Donc, quand ils viennent qu'à nous décrire un peu, bon, ben, c'est quoi l'enjeu, quel est le souci, quel est leur objectif. Donc, on peut les écouter. Je pense qu'il faut quand même les écouter. Il faut surtout entendre ce qu'ils disent. Et souvent, ce qu'ils disent n'est pas dit. Euh, et à partir de ce moment-là, il faut les observer. Il faut surtout les observer. Il faut les observer beaucoup plus qu'on les écoute. Et l'observation, entre autres, ben, c'est dans la façon dont ils se tiennent debout, naturellement, sans faire d'effort. Et il y a quand même pas mal de travaux scientifiques qui vont dans le sens que ben, notre état émotionnel, notre type de personnalité est ancré dans notre posture, dans le tonus musculaire. Et à partir de ce moment-là, on peut essayer de se convaincre dans la tête qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est capable, mais la plupart des gens qui se le répètent dans le miroir, s'ils n'y croient pas, ils n'y croient pas plus après se l'être dit dans la glace. Mais si on travaille sur ben, justement cette fameuse connexion là, entre le cerveau et les muscles, et qu'on travaille leurs tout premiers accomplissements, qui étaient supposés être des accomplissements très tôt, donc développer du tonus dans les muscles derrière le corps, développer une capacité de bien bouger les yeux sur ce qu'on voudrait voir, d'être réactif, d'être rapide, d'avoir ce qu'on peut appeler de bons réflexes. Eh bien, tout ça, ça facilite euh, l'expérience de la vie et ça module direct le comportement de la personne, l'aspect behavioral. Puis c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, les gens, sans faire exprès, ils ont un tout autre narratif, ils se voient différemment. Et au final, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien d'autre dans leur vie qui a changé. C'est eux qui ont changé. Ils ont vraiment, en fait, ils ont évolué. Ils ont évolué vers une forme d'eux qui a toujours été supposée être la forme d'eux qui était supposée, en fait. Et je pense que, ouais, ben, alors il faut les observer. On peut observer leur posture, on peut regarder comment ils bougent de façon très primaire. Et puis je pense qu'en fait, ça commence avec ça si on veut faire un bon travail, là. Mmh mh. Et en fait, c'est ce que tu disais sur la personnalité, c'est clair que je pense qu'on a tous des exemples en tête, mais d'avoir vu des personnes, si tu as quelqu'un qui est un peu stressé, qui a l'impression de porter tout le poids du monde sur les épaules, bah, tu vas avoir une posture un peu comme ça, Ouais, avec le dos rond, les épaules enroulées et ça, mine de rien, le jour où la personne, elle est mieux et tu peux le voir des fois instantanément, hein. Quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, pouf, on le voit ce lien, quoi. ouais, Mais l'inverse, c'est ce qu'on sait moins, c'est que l'inverse marche aussi. C'est-à-dire que si tu reprogrammes ta posture, beh, finalement, tu es moins sujet à être, «victime» entre guillemets de tes émotions. 100%. Et tu as absolument raison de le mentionner. C'est le lien qui a été beaucoup moins fait. Malgré que c'est quand même assez facile pour les gens de le comprendre parce que, en fait, ils se sont tellement fait dire que ça allait dans une direction que là, il faut juste faire. En fait, il faut reprendre la même flèche, il faut la faire aller dans l'autre direction. La plupart des gens sont quand même assez prêts à accepter ça. Et il y a énormément de travaux scientifiques sur le sujet, autant au niveau des muscles de la posture que des muscles du visage. Dans le traitement de la dépression, en fait, on utilise le Botox. Et on vient qu'à inhiber les muscles qui permettent au visage d'exprimer des émotions de type dépressif. Et en fait, les gens rapportent qu'ils ne sont plus dépressifs, qu'ils le sont de moins en moins, en fait, progressivement. Donc, ce que le corps ne peut pas exprimer, et c'est pas qu'avec les muscles du visage, ça a été fait avec les muscles du haut du corps aussi. C'est-à-dire que ce que le corps ne peut pas exprimer, le corps ne peut pas le vivre. Mmh mh. Euh, et ça diminue de beaucoup l'importance relative ou quasi absolue qu'on donne à ce qui se passe dans la tête. Parce que toute l'approche de la psychologie moderne, toute la psychothérapie, règle générale, se joue dans ben, comment est-ce que ça fonctionne dans la tête de la personne et ça passe beaucoup par la parole, ce qu'on appelle en anglais du talk therapy, hein, de dire ben, je vais discuter avec eux. Puis c'est vrai que peut-être moi, ça m'a juste jamais trop intéressé de parler. Donc, mais je pense que, en fait, je pense que très foncièrement, j'ai toujours vu que c'était un peu superficiel. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est bien le contraire. C'est pas que j'aime pas les aider, c'est définitivement le contraire. Mais je pense qu'il y a toujours eu une partie de moi, sans que je puisse le comprendre, qui a toujours vu que dans la parole, il y avait quelque chose d'un petit peu superficiel. euh, et que ça ne donnait pas leur juste tout le temps, et peut-être même souvent, puis peut-être même que la plupart du temps, ça ne donne pas leur juste. Moi, c'est ce que je me rends compte là, avec les adultes. Tu sais, on dit souvent que les enfants disent la vérité. Je pense que c'est quand même assez vrai, c'est-à-dire que toute cette notion de censure, d'autocensure, hein,
qu'on développe avec le temps. Il y a une partie de ça qui est conditionnée, je pense, par le corps lui-même. Il y a définitivement une partie de ça qui est conditionnée par le monde externe. Mais au final, donc les gens finalement disent juste pas ce qu'ils ont. Tu sais, ce qu'on entend d'eux, c'est juste, c'est pas le truc en fait. Mm, mm. Euh, mais oui, leur posture, ça c'est ça c'est vrai. On a discuté pendant ce sommet avec Manuel Constant aussi, qui nous a parlé synergologie, langage corporel, et ben, le corps, il ment pas, quoi. Là où par la parole, tu peux dire juste ce que tu as envie de dire, ou parfois tu vas dire ce que les autres ont envie d'entendre. Et c'est vrai que du coup, quand tu observes le corps, bah, tu as des indices qui peuvent être plus intéressants que ce que la Absolument. personne est à même de te dire. Oui. Euh, les réactions du corps se font avant l'interprétation de la pensée. Et ça, c'est vrai en neurosciences de base, là, sans trop aller dans des techniques un peu plus, je vais dire, controversées, dans le sens où il y a moins de preuves scientifiques. Euh, c'est vrai que de toute façon, on reconnaît que l'expression d'une émotion se fait dans le corps avant qu'elle soit interprétée par le cerveau. Ça, c'est vraiment un truc qui fait aucune controverse pour les neuroscientifiques. Donc, une fois que ça, c'est reconnu, est-ce que ça peut être appliqué sur le terrain? Absolument. Et c'est là où, pour moi, c'est beaucoup plus puissant d'intervenir sur le corps que d'essayer de jouer dans la tête. De toute façon, moi, je suis ostéopathe posturologue, je n'ai pas les compétences pour jouer dans la tête. Et c'est vrai que de toute façon, ça ne m'intéresserait pas. Je pense que ça peut être intéressant de combiner ceci dit. Donc, pour tout ce qui va être coaching, nous, on a beaucoup en Amérique la programmation neurolinguistique qui a vraiment été popularisée à l'époque par Tony Robbins. Alors, qui lui en fait, bon, tu sais, une version très grand marché. Là, c'est pas du tout le truc originel, mais ça donne quand même l'idée qu'il y a moyen de faire du coaching euh, et de travailler avec la tête des gens et de les amener ailleurs. Moi, j'ai bénéficié de ça comme patient. Je vois tout à fait une utilité, mais je pense pas que c'est suffisant. Et on le voit de toute façon, et les gens vont vous le dire. Euh, et de toute façon, je pense qu'il faut toujours combiner les bonnes approches parce que, un peu comme tu le dis à tes clients, ben, tout est lié. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quelqu'un à qui on essaie de, quelqu'un à qui on essaie de dire dans sa tête que tout va bien, mais qui est pris dans une posture où ça va vraiment pas, avec un rythme ventilatoire, avec une respiration qui est un peu coincée. Tu as bien beau dire à cette personne-là, tu sais, tu ne devrais pas te stresser pour rien. Son corps est stressé pour rien. Mm, mm. Ouais, Donc, il faut faire les deux. ouais, 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 c'est vrai. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a des signes évidents, en fait, qui montrent que la posture, elle est déséquilibrée? Pour juste que les gens qui nous écoutent puissent, peut-être s'auto-analyser et se dire: «Ah bah, j'ai peut-être des choses à faire sur moi, quoi». Alors ça, c'est vraiment une très bonne question parce qu'il y a deux types de personnes, en fait. Il y a des gens qui ont des tout petits déséquilibres qui les connaissent par cœur, par exemple. Alors, c'est sur un continuum, tout ça. Et il y a d'autres personnes pour qui il y a un déséquilibre. Tu vois, juste hier. Hier, j'avais une dame, quarantaine d'années, avec une bascule de l'épaule à droite, mais vraiment là, facilement identifiable pour quiconque, hein, parce que finalement, posturologue ou non, on a tous deux yeux, on est tous capables d'observer, et même que ça nous vient instinctivement d'observer. Donc, et de comparer. Ça aussi, ça nous vient instinctivement. En passant, il n'y a rien de mal à comparer. On compare tout, on devrait comparer, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Tu sais, quand on dit, ah, il ne faut pas comparer une personne à l'autre, ah ben oui, il faut, en fait. Après, il ne faut pas juger les gens, ça, je suis d'accord. Mmh Mais mh. de dire qu'il ne faudrait pas les comparer, c'est épouvantable, ça va contre nature. Il faut comparer tout, en fait. C'est comme ça qu'on est capable de savoir ce qui est mieux, ce qui ne l'est pas, C'est puis ça. vers quoi on se dirige, vers Mmh de mh. quoi on s'éloigne. C'est à la base de la survie de comparer, en fait, deux choses semblables, différentes. Bon. Mais bon, oui. Alors, alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir se regarder dans la glace et vraiment avoir finalement la vision de ce qui est vraiment. Alors, ils vont être capables de voir que, par exemple, ils ont une épaule beaucoup plus basse que l'autre. Et il y en a pour qui, comme la dame d'hier, qui avait une bascule à droite, mais vraiment d'un doigt et demi. Un doigt et demi, c'est une bonne bascule, là, quand même. C'est une Ouais. bascule qui est franche. Et elle était convaincue que sa bascule était à gauche. Et Ah alors, ouais. pourtant, alors évidemment, quand on lui a montré, elle est comme, ben non, c'est vrai, c'est à droite. Et puis après, bon, avec la photo, avec Biotonix, maintenant, c'était quand même, c'est la première que je fais avec Biotonix, qui est, pour ceux Ouais. qui ne connaissent pas, un logiciel qui nous permet d'analyser la posture là, au degré près avec l'intelligence artificielle. C'est un truc de fou. Bien évidemment, quand elle a vu les degrés avec la photo, je veux dire, c'est indéniable. Et elle n'était pas dans la négation du truc. C'est juste qu'elle était convaincue, en fait, a priori, qu'elle avait une bascule de l'épaule gauche.
elle s'est Mm. quand même vue dans la glace plus d'une fois dans sa vie. Donc, Ouais. ça, je trouve ça fascinant. Donc, je me dis, s'analyser soi-même, peut-être, je ne suis pas un très grand fan de ça, parce que de toute façon, les gens, des fois, ben, ça donne le résultat inverse. Mais définitivement, de demander à quelqu'un d'autre de le faire, en tant qu'être humain, on est compétent pour observer les autres. S'observer soi-même, je pense que c'est quand même un peu plus compliqué. Il y a toute la notion de subjectivité qui rentre en ligne de compte. Mais oui, donc de demander à un ami, tout simplement, de nous observer, puis de voir si on ne voit pas de déséquilibre. Parce que de toute façon, l'être humain recherche l'équilibre dans son environnement. Si vous regardez ma biblio, vous allez voir, mes tablettes sont pas mal parfaitement alignées. Mais en fait, bon, oui, c'est pour que les livres puissent tenir dessus, je suis d'accord. Mais en fait, c'est un peu comme ça pour le corps humain aussi. Plus qu'on est aligné, plus qu'on tient debout. Mais c'est vrai qu'on recherche cette symétrie-là. Et plus la nature s'est euh, plus la nature a évolué vers des formes de vie complexes, plus on a été capable d'aller chercher des degrés de symétrie de plus en plus importants. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, nous, étant les créatures les plus intelligentes de la planète, bon, c'est plus vrai pour certaines personnes que d'autres, là. Quand même, on va donner des exemples dans le prochain épisode. Cette fois-ci, on va être gentil. Mais c'est vrai que, en fait, on est vraiment supposé être très équilibré parce qu'on est vraiment la continuité. On est un peu la somme de tout ce qui s'est fait de vivant avant. Et de tout ce qui s'est fait de vivant avant nous, il y a eu cette envie de, de se symétriser, en fait. Euh, donc, on est très bons, les êtres humains, pour rechercher la symétrie à notre insu, la vouloir. Et en fait, c'est ce qui fait que tout le courant des données probantes, par exemple en kiné, qui essaie de dire que, bon, la posture, finalement, c'est pas tout, que tout passe pas par la posture, qu'il faut pas en faire une obsession. Ben, dans le grand marché, c'est très peu populaire comme narratif parce que finalement, au-delà de la littérature scientifique, viscéralement, on le sait tous que quelque chose qui n'est pas équilibré, c'est pas bon. Et peu importe ce que les études vont vouloir dire d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Il y aura toujours que dans le core des gens, dans ce qu'ils ont de plus profond, de plus viscéral, il y a toujours bien le fait que quand quelque chose n'est pas aligné, ça nous dérange. Et on est fait pour rechercher la symétrie. C'est un gage de solidité, c'est quelque chose de franc, c'est sécuritaire. Ouais. Donc, on peut essayer de convaincre les gens que d'être un petit peu déséquilibré, c'est normal, mais en fait, viscéralement, les gens le savent que ça ne l'est pas. Mm, Je suis sûr que tu le vois avec les gens que tu entreprends. Dès qu'on leur montre un déséquilibre, c'est quelque chose avec lequel ils vont avoir, à partir de ce moment-là, dès qu'ils le reconnaissent, ils vont avoir de la difficulté à évoluer avec ça, là. ouais. En fait, si je peux faire un parallèle, tu vois, c'est, par rapport au fait que nous, on se tient debout sur, 2 pieds, on a besoin de ce qu'on appelle, de la tenségrité. En architecture, c'est quoi la tenségrité? C'est quelque chose qui tient tout seul. C'est comme les arches, romanes, par exemple, ça Ouais. tient tout seul et c'est assez impressionnant d'ailleurs de se dire: «Mais comment ces pierres, elles tiennent?» Mais en fait, elles tiennent parce que le poids se répartit les unes sur les autres et là, on visualise peut-être bien que si j'en décale une de 3 centimètres vers la gauche, mon arche, elle va se casser la figure. Mais en fait, le corps humain, c'est la même chose. On est dans cette recherche, enfin, c'est mon interprétation, mais Ouais, ouais, ouais. du moindre effort, de la moindre dépense énergétique pour pouvoir tenir debout. Et dès qu'on est asymétrique, et ben, ça demande beaucoup plus d'énergie pour compenser tout ça, quoi. C'est exactement ça. Les principes d'architecture, moi, je les utilise quand même assez souvent dans les analogies que j'utilise avec le grand public, avec les clients, parce que on est tous à bénéficier de ça à tous les jours, hein. On est à l'intérieur d'une maison, d'un édifice, et après, au-delà du fait que vous avez une architecture quand même pas mal plus intéressante en Europe qu'en Amérique, euh, il y a quand même le fait que les principes fondamentaux sont les mêmes. Et c'est que le truc, il faut qu'ils tiennent, en fait. Et on se sent en sécurité parce que il y a des standards, parce qu'on se dit, ben finalement, il faut que ça fonctionne, il faut que ça tienne debout, il faut que ça résiste le test du temps. Et quand on regarde justement hein, ce qui fascine les Américains, les Canadiens par rapport à l'Europe, c'est qu'on regarde des édifices qui datent de milliers d'années et qui tiennent encore debout. Et quand on regarde les principes fondamentaux derrière tout ça, ben, on se rend compte que c'est de la physique, en fait. Et la physique appliquée au corps humain, ben, c'est de la biomécanique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là,
je trouve ça difficile d'argumenter que bah, ça peut être déséquilibré, mais que c'est pas trop grave. Puis souvent, le discours de ces gens-là est simple, hein. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas trop grave parce que le corps est capable de s'adapter puis il est quand même capable de faire de grandes choses. Et c'est pas faux que le corps peut Mm, s'adapter puis qu'il peut faire de grandes choses. Le meilleur exemple qu'on donne toujours, c'est Usain Bolt, mm. qui est peut-être à ce jour l'homme le plus rapide au monde, là. Je ne crois pas que ses records ont été fracassés. Usain Bolt a une scoliose. Euh, donc, évidemment, pour tous ceux qui ont une scoliose, sachez que vous pouvez faire de grandes choses. Il n'y a personne qui remet ça en question. Mais ce qu'on est là pour dire, c'est que si on est capable de diminuer les degrés de votre scoliose, naturellement, il va y avoir moins de tension musculaire dans votre dos. Les corps vertébraux, ils vont bouger l'un sur l'autre de façon plus efficace. Et en fait, le postulat que moi je fais très confortablement, c'est que ben, Usain Bolt sans scoliose ou avec une scoliose avec moins de degrés, probablement que même s'il est le plus rapide au monde, il aurait été en fait encore plus rapide. Mm, Euh, et c'est tout. Et si ça, c'est controversé, ben OK, mais c'est que ça mm. remet en question des lois de la physique et c'est des lois de physique, c'est pas de la psychopop. Donc là, moi, après, si les gens, ça les choque, je me dis, ben, et ça choque souvent les kinés qui bossent données probantes. Et je me dis, ouais, mais au-delà des études, il y a la physique, les mecs, arrêtez, là. Arrêtez. Ouais. C'est que la physique prime sur, les lois de la physique priment sur quelques études que vous avez réussi à publier, à savoir qu'il n'y a aucune étude qui est en fait le reflet de la vérité, là, et ça, c'est reconnu d'emblée dans le monde de la publication. Donc oui, je pense que si on travaille, toi et moi, et puis pour tous les autres qu'on connaît et qu'on forme, sur des principes fondamentaux de la science et de la vraie science avec un S majuscule qui dépasse le monde de la publication, et qu'on se base sur des principes qui en fait, ont été la fierté de civilisation, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus solide, là, et on peut en faire bénéficier les gens, en fait. Ouais, je pense qu'il y a une vraie confusion entre le côté unique qu'on a et comment je peux, moi, bah, je m'appelle Cécile, comment je peux être différente de toi, Mathieu, Ouais. parce que j'ai ma propre personnalité et que je suis un être unique. Ouais, mais mon corps, lui, il n'a pas besoin d'être différent. S'il veut être fonctionnel, finalement, bah là, il faut qu'il suive autant que possible un standard qui est un standard d'efficience pour son Ouais. fonctionnement. Et je pense que la confusion, elle est un peu là. C'est aussi d'essayer de dire aux gens: «Mais non, mais tu as le droit d'être différent». Bah ouais, tu as le droit d'être tout tordu, ça te rend différent. Mais en fait, tu as pas besoin de ça pour être différent. Mais par contre, tu as besoin d'être équilibré pour accéder à ton plein potentiel et pour pas gaspiller ton énergie à compenser des choses qui pourraient, ne pas avoir besoin d'être compensées, quoi. C'est une maladie du G7, hein, ça, le fait de vouloir être différent et d'être sa propre personne unique. C'est vraiment une maladie du monde occidental, en fait. C'est incroyable de voir. Tu sais, il y a deux types de sociétés là, dans le monde quand on regarde ça un peu à froid. Tu as les sociétés où, en fait, tout le monde travaille pour le bien commun, et où tout le monde se félicite d'être semblable aux autres parce qu'en fait, c'est un peu ce qui crée la force et l'unité d'un peuple. Et tu as les sociétés où, en fait, où on met l'accent sur le fait que tout le monde est un peu différent et que c'est une force. Après, je pense qu'il y a un peu de bon dans tout, comme pour tout, hein. Mais c'est vrai que dans cette obsession-là, parce que je pense que dans les pays occidentaux, c'est définitivement le cas aux US, au Canada, plus on est différent des autres, plus que c'est célébré. Écoute, hier, j'étais en discussion avec, c'était une dame qui travaille pour une fédération gouvernementale qui offre, par exemple, des programmes pour les entreprises. Donc, tu sais, tu as besoin d'un stagiaire, tu as besoin d'une subvention. Ouais. Et puis, ben, dès que tu tombes dans un groupe de personnes qui n'est pas ceux qui sont la majorité, là, c'est même dur pour moi à définir parce que, mon Dieu, Montréal, c'est tellement cosmopolite que j'arrive plus à voir qui n'est pas majoritaire ou qui l'est, là. Mais en fait, bon, ben, tu as accès à des primes de plus ou de moins. Tu sais, donc, moi, je suis un homme blanc de 45 ans, donc moi, j'ai accès à ce qui est de plus bas niveau, là. Mais si je m'identifiais autrement que comme étant un homme, j'avais déjà le droit à d'autres programmes. Donc, après, bah, au-delà du fait qu'on peut être pour ou contre tout ça, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir que on célèbre la diversité et oui, on perd l'idée là-dedans qu'on est tous très, très, très semblables les uns des autres. Et je pense que, tu sais, entre le fait de dire qu'on est tous pareils et qu'il faut faire comme ils font en Chine communiste, je suis pas trop en faveur de ça. Mais en même temps, de dire qu'on est tous tellement différents que quand vient le temps de mettre en place des programmes gouvernementaux pour les entreprises, dépendamment de la couleur de ma peau ou de mon orientation sexuelle ou de comment je me vois dans mon genre,
que j'ai accès à différents types de programmes, c'est chaud quand même. Et C'est clair. tu sais, entre les deux, je me dis, il y a sûrement, ça revient toujours à l'équilibre, hein, finalement, mais il y a sûrement un équilibre à faire entre les deux où tu es capable de reconnaître qu'il y a certaines communautés vraiment qui l'ont vraiment pas eu facile et que eux, en fait, pour être juste, ben, c'est peut-être bien de leur donner un petit peu plus, mais qu'en même temps, finalement, à quel point est-ce qu'on est vraiment, tu sais, moi, je pense qu'on est beaucoup plus semblables les uns que les autres et je suis loin d'être communiste, au contraire. Mais c'est vrai que je pense qu'en Amérique du Nord, on a vraiment, et encore là, dans le monde occidental, ça inclut la France, ça inclut, on a vraiment balancé vers quelque chose de beaucoup trop, l'individualisme, en fait. Et tu sais, il faut que ça soit bon pour moi, puis, mais il faut regarder les gens autour de nous, puis il faut aider tout le monde dans la mesure de ce qu'on est capable de faire. Et puis, des entretiens comme celui que toi et moi on a en ce moment, c'est un peu ça le but. Hein. Tu sais que, en fait, toi et moi, on pourrait en ce moment faire autre chose. Mais l'idée, c'est de communiquer tout ça et d'avoir un impact sur les gens autour de nous parce que finalement, on les considère un peu comme nous, en fait. Donc, Mm, mm. ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense que tu as dit le mot, c'est qu'en fait, on confond euh, le fait d'être unique parce qu'on est chacun différent, mais à la fois, on a tous le même fonctionnement corporel, c'est la même mécanique, en fait, et l'individualisme. En fait, enfin, une société trop individualiste, je pense que ça fonctionne pas. Après, à l'autre extrême, se perdre complètement dans la masse, c'est pas, comme tu disais, pas forcément satisfaisant. Mais entre les deux, l'équilibre, c'est peut-être justement de dire: «J'ai ma personnalité, certes, mais j'ai pas besoin que mon corps, me fasse souffrir en quelque sorte pour être différent. Je peux très bien accepter que mon corps soit symétrique, fonctionne de la manière la plus efficiente pour lui». Bah, ça veut dire que oui, il va être symétrique, ça veut dire qu'il va être équilibré et que ça veut dire que finalement, ben, je vais ressembler aux autres humains parce que mes épaules vont être alignées, parce que mon bassin va être aligné, parce que je vais pas me balader avec la tête en avant comme ça. Mais ça remet pas en cause qui tu es, en fait, tu vois? Et ça t'empêche pas, après de t'exprimer, à titre individuel. Mais, en fait, tu as pas besoin de ça pour être différent, quoi. On peut être différent différemment. C'est ça. Je voulais qu'on passe à l'approche globale parce que là, donc on a pas mal parlé de cerveau, de muscles, montrer que tout ça était lié, que ça soit le corps, l'esprit, l'équilibre mental, l'équilibre physique, la posture physique, la posture psychologique. Est-ce que tu travailles en collaboration avec d'autres professionnels de santé mentale ou physique pour justement avoir une vision complètement holistique du corps humain? Ouais, depuis toujours, en fait. Parce que moi, depuis toujours, je me suis dit que je voulais pas être un expert de plusieurs domaines parce que j'y crois pas, en fait. Je crois pas qu'on peut être bon dans plusieurs choses. Et plus les années passent, plus je me rends compte que c'est vrai. D'aller étudier le détail du détail du détail, c'est ce qui fait que dans les cas les plus complexes, tu arrives à des résultats parce que finalement, tu as été poussé le truc. Là, puis c'est donc, après, pour moi, c'est devenu, ben, c'est ça. Donc oui, alors par le fait même, comme je connais absolument rien de ce qui m'intéresse pas, je travaille avec des gens pour qui ils ont cette même passion, mais pour leur domaine. Et comme l'être humain a besoin, tu sais, il y a comme trois bases structurantes chez l'être humain. Et ça vient vraiment du domaine de la kinésiologie, comme vous l'entendez en France. Nous, on appelle ça de la kinésiologie appliquée, mais c'est vraiment l'idée des trois bases qui forment l'être humain. Donc, il y a le structurel, donc tout l'aspect plus physique, qui est vraiment devenu le bon mon champ de bataille. Il y a l'aspect biochimique, donc tout ce qui a rapport à la nutrition. Et c'est plus que ça, mais déjà la nutrition. Et il y a l'aspect mental, donc psychologique. Alors, depuis toujours, moi, j'ai cette notion-là qu'il y a trois piliers pour l'être humain. Il y en a sûrement d'autres, hein. On peut inclure la spiritualité, c'est un autre niveau de pilier. Mais de toute façon, les gens que je respecte le plus qui parlent de spiritualité disent toujours qu'au final, ça prend les trois premiers piliers que je viens de mentionner qui fonctionnent bien pour y avoir accès. Mmh mh. Sinon, c'est encore un peu de la psychopop. C'est un peu bon, tu sais, de mettre une citation une fois de temps en temps sur Instagram pour avoir l'air spirituel. Là. C'est pas de la vraie spiritualité, en fait. C'est pas une Non, tu vois, façon de pour vivre. moi, la spiritualité, c'est l'étape ultime du développement personnel et comme tu dis, il faut que le reste soit solide. Tu vas pas t'amuser à parler développement personnel à quelqu'un qui crève de faim, quoi.
C'est exactement ça. Et quelqu'un qui a de la difficulté à finir ses journées au travail, quelqu'un qui a pas l'énergie mentale même de s'intéresser au monde alentour de soi, ce qui est quand même le cas de pas mal de monde, hein. Tu sais, moi, je suis un Mm, peu, je suis maniaque de posture puis de politique, mais je me rends compte que après, je peux comprendre que c'est pas tout le monde pour qui la politique est intéressante, mais en même temps, souvent, ce que je me rends compte, c'est que les gens pour qui ça ne l'est pas, parce que la politique, c'est le fait public, hein. En fait, c'est la vie. C'est un peu, ben, comment et pourquoi on vit comme on vit. Donc, je pense que j'aime tellement la vie, en fait, que je me suis mis à aimer la politique sans faire exprès. J'aime pas nécessairement les politiciens, mais j'aime la chose politique parce que finalement, c'est quand même bon. Après, je me dis, la plupart des gens qui s'y intéressent pas, que moi je connais très bien, c'est qu'en fait, je me rends bien compte qu'ils s'intéressent juste pas un peu par défaut à ce qui est à l'extérieur d'eux. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas l'énergie pour. c'est ça. C'est tellement dur pour eux de vivre leur propre vie à eux, dans leur contexte de ce qu'ils font eux à tous les jours, que finalement, ben, de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs, ça peut être même dans la ville d'à côté, hein. Donc, imaginez le pays d'à côté, imaginez la guerre qu'il y a. Ils ont de l'empathie, mais ça ne peut pas être plus. Donc, Mm, mais c'est mm. ça. Donc oui. Alors, ça prend des bases qui sont, ça prend des bases qui sont solides déjà pour s'aider, puis moi, dans l'idée, c'est que une fois qu'on est capable de s'aider soi-même puis de travailler sur ces trois piliers-là, après, oui, nous, on peut accéder personnellement à des niveaux de conscience plus élevés, qui est un truc qui m'intéresse moins, et pas parce que j'y vois pas de valeur, mais parce que je suis tellement intéressé par la base, et en fait, c'est tellement devenu mon intérêt, et même juste au niveau de la structure, hein, d'améliorer tout ça, que en fait, je me donne pas tant de disponibilité mentale pour autre chose. Et ça inclut des choses dans lesquelles je crois fermement, entre autres la spiritualité, même si j'en parle jamais. Les gens disent, ouais, ouais, ça intéresse pas mal ces choses-là. Ben, en fait, c'est un peu vrai parce que c'est vrai, mais c'est pas comme si j'étais en négation avec ces choses-là. C'est juste que, un peu comme la nutrition qui est beaucoup plus terre à terre, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est d'une importance, mais capitale. Mais j'en parle pas parce que je m'y connais, mais absolument aucunement, en fait. Mm, mm. Euh, mais une fois qu'on a ces trois bases-là, donc la base structurelle, la base biochimique, puis la base mentale, donc oui, depuis toujours, pour répondre à ta question, moi je travaille avec des gens qui font tout ça à un haut niveau, là, donc en nutrition, notre pote Matt Bouchard, Ouais. il y a Valérie Dussault, il y a plusieurs médecins avec qui j'ai collaboré au Québec au courant des années qui sont, c'est plus que holistique, là, qui sont vraiment finalement dans l'idée de travailler de la façon la plus saine, la plus respectueuse pour la biologie humaine possible. Même chose au niveau de la santé mentale. Donc, ouais, ouais, c'est juste qu'après, ben, tu sais, je leur laisse leur truc. Donc, le but pour moi, c'est de cibler dans le contexte de la personne qui me consulte, ben, est-ce qu'elle a besoin de ces Mm, mm. gens-là et à quel point elle en a besoin? Tout le monde en Ouais. a besoin, mais c'est est-ce qu'elle en a besoin au point où si on ne le fait pas, on n'aura pas de résultat avec ce que moi je suis capable de faire? Ouais. Pour moi, l'intérêt, il est là. C'est d'être capable de dire à quelqu'un, écoute, moi, je ne t'entreprends pas avec mes connaissances, avec mes compétences, si tu ne vas pas voir Matt Bouchard. Mm, Et, et pour d'autres, c'est plus optionnel. Pour d'autres, c'est mm. moins nécessaire. Mais oui, Ouais. d'être capable d'être le thalamus, en fait. Donc, tu sais, le thalamus dans le cerveau, c'est par là que passent plein d'infos. Les infos, ils passent par le thalamus, ils se dirigent ailleurs. C'est un peu comme, c'est un droit de passage. Donc, mais d'être capable de savoir vers qui diriger qui, en fait. Ouais. Donc, c'est un peu le rôle du thalamus. Donc, il faut Mm, mm. être un thalamus. Ouais, moi, j'avoue que je suis un peu plus généraliste et moins experte que toi, parce que du coup, je touche un peu aux 3 piliers et après je réfère quand ça dépasse mes compétences, hein. Je pense que c'est important d'avoir cette humilité-là aussi. Mais typiquement, oui, on peut voir que, ben, une reprogrammation posturale, parfois, elle fonctionne pas ou elle fonctionne moins bien, ou la douleur ne part pas, Ouais. bah, parce qu'en fait, il y a d'autres éléments qui sont bloquants et qui peuvent venir, bah, d'un intestin qui fonctionne mal, heu et bah, là, tu es obligé de faire, d'avoir cette approche vraiment globale, quoi. C'est ça, en fait. Ce que nous, on fait en posturologie puis en neurologie fonctionnelle fonctionne toujours dans une certaine mesure. Après, est-ce que les gens, ils ont nécessairement le ressenti du résultat? Ça, c'est tout à fait autre chose, comme tu le dis. Et comme certains consultent, puis plusieurs consultent, par exemple, pour des inconforts, pour de la douleur, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour y arriver, il y a des fois où il faut faire plus que juste travailler sur la structure. Il y a des fois où c'est suffisant.
Mm. Il y a des fois où ça ne l'est pas. Et d'être capable de reconnaître le plus tôt possible quand ça va être suffisant et quand ça ne le sera pas, et de vraiment bien encadrer et de guider les gens. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'être guidés. Moi, quand j'engage un coach, euh, après, je veux me faire dire quoi faire. Et je n'ai pas besoin de comprendre nécessairement si j'ai confiance au coach. Quand les gens veulent comprendre ce qu'on fait et qui ne sont pas professionnels de santé, en fait, ça veut dire j'ai pas confiance en toi et j'ai pas confiance en ce que tu fais. Mm. Et ils n'ont plus besoin de comprendre quand ils ont confiance. Ça, je l'ai vu combien de fois au courant des années. Et ça inclut même d'autres professionnels de santé. Je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années, il y avait c'était un urgentologue qui était venu me consulter. Puis, tu sais, moi, je me suis dit, ben, comme il est médecin, j'imagine que ce qu'il va vouloir voir, en fait, c'est des études, c'est toute la science derrière. En fait, lui, ce qui l'avait convaincu de la nécessité du protocole, c'était de ressentir qu'avant l'intervention, il y avait une bascule dans son bassin et après l'intervention, il n'y en avait plus. C'était ça qui l'avait convaincu du bienfait de l'intervention. Donc, Mm. finalement, on est tous des êtres humains, tous munis d'un ressenti avant de faire la fac de médecine. Et, euh, et il faut jouer là-dessus. Il faut jouer sur le ressenti des gens. Je suis le premier à dire que je suis très content maintenant de faire des analyses avec Biotonix parce que les gens vont pouvoir voir les choses avec une quantification là, précise, des dénivellations basées sur 1 million d'analyses qui ont été faites avant. Donc, tu sais, l'intelligence artificielle, là, à son meilleur. Mais ça ne sera jamais plus puissant pour moi que le fait que la personne ressente une Mm. différence dans son corps. Et je vais quand même à ce jour toujours miser plus sur le ressenti que le visuel, même si c'est le visuel de soi, en fait. Parce qu'un peu Mm. comme on disait, même si des fois on se voit, en fait, on se regarde, mais on ne se voit pas. Ouais. Et ça, pour moi, c'est absolument fascinant de constater ça. Je l'ai vu hier. Ça fait même pas 24 heures. Je l'ai vu hier. C'était hier après-midi. Je regarde la dame, je vois 1 doigt et demi de bascule sur l'épaule droite. C'est une dame qui a consulté d'autres posturologues. C'est une dame qui est très au courant de ce qui se fait. Elle est en nutrition fonctionnelle avec Valérie. Tu sais, c'est pas. C'est une dame qui a fait beaucoup de sport dans sa vie. Donc, tu mets tout ça ensemble, tu te dis, c'est sûr qu'elle sait de quel côté son épaule bascule. Eh bien non. Mm. Eh Ouais. bien non, en fait. Et même que, en fait, non seulement, c'est pas juste qu'elle le sait pas, c'est qu'elle pense que c'est l'autre épaule. Donc, Ouais. c'est pour ça que je dis, on peut écouter les gens, on peut les entendre, il faut définitivement avoir de l'empathie envers eux, mais il faut pas trop prendre ce qu'ils disent pour du cash, comme on dit par chez nous, parce que c'est pas nécessairement pur ce qu'ils vont nous dire. Mm. Mm. Ouais, il Mais y il a faut les un vrai observer. biais d'interprétation, quoi, dans Ah, la c'est façon dont on se voit et se perçoit. pire que l'on pense. Mm. Mm. Et j'inclus tout le monde, je m'inclus là-dedans, c'est-à-dire que euh, j'ai une idée de mon ressenti en ce moment pendant que je te parle. Mais je ne me ferai pas confiance pour me faire un bilan postural. Bah, de toute façon, je pense qu'on l'a Ça se fait pas, mais expérimenté, toi et moi, quand on essaye de se le faire tout seul, c'est compliqué, hein. c'est Et chaud. moi, je suis descendue à Nice, j'ai dit: «Delphine, j'ai besoin de toi» parce que Ouais, je me suis fait mon propre bilan, mais de toute façon, je peux pas me prendre les mesures toute seule et je sens qu'il me manque un truc et là, c'était basé sur mon ressenti. Je dis: «C'est mieux, mais c'est pas encore ça» ouais. et c'est vraiment le Ah, regard externe de Delphine qui m'a dit: «Bah oui, regarde, il te manque ça, paf». ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Et puis, ça revient à cette idée de communauté, Mmh. puis ça revient à cette idée d'équilibre entre la force d'un individu qui s'individualise et qui travaille sur soi, mais qui rapidement, dans mon optique de comment fonctionne la vie, là, qui rapidement doit utiliser tout ça comme levier pour en faire profiter les autres. Mais ça part vraiment de soi et ça revient vraiment à ce que tu dis toujours, hein, la réponse est en soi. Euh, c'est vrai, en fait, c'est tellement vrai ça. Et ça commence avec soi-même. Et puis une fois qu'on a mis notre masque à oxygène dans l'avion, on peut mettre celui des autres. Mais cette idée-là de vouloir mettre celui des autres quand nous, on manque d'air, ça fonctionne pas, en fait. Même si c'est de la bravoure, même si on peut, d'un point de vue, tu sais, presque célébrer ça parce que, ah, mais quel acte de bravoure. Mais en fait, la nature fonctionne pas comme ça. Donc, il faut juste respecter la nature un peu plus. Je Ouais. pense qu'on fait moins de conneries si on respecte un peu la façon dont tout fonctionne.
Et après ça, ben, comme toi et moi, on fait ben, d'étudier ces mécanismes-là, de les apprécier et de les mettre en pratique et d'en parler. Donc, Mm. Et la nature, si on peut conclure avec ça, en fait, c'est de, de faire en sorte d'être en sécurité, d'assurer sa propre survie, puis la survie de l'espèce. Et c'est comme ça qu'on est câblé, en fait. ouais, Et quand toi, t'es pas bien et tu essayes d'aider quelqu'un, bah, tu lui rends pas service parce que tu l'aides pas de la meilleure façon. Et finalement, quelque chose qui a l'air d'être un acte très altruiste vient plutôt nourrir quelque chose d'égoïste. 100%. De ouais, bah, j'ai aidé quelqu'un. Ouais, mais en fait, si t'es pas bien, tu rends service à personne, quoi. Exact. Mm. Je pense qu'on va devoir arrêter là parce que le temps passe. Comme d'habitude, on aurait pu encore discuter pendant des heures. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider à être à 100% de leur capacité physique et cognitive? Ouais, en fait, il faut faire les démarches pour rencontrer des gens comme toi parce que on l'a dit, par soi-même, pour soi-même, de pouvoir s'aider, c'est très difficile. On est confirmé dans nos biais. On pense qu'on sait ce dont on a besoin et on est les pires juges de soi-même. Il y a beaucoup trop d'affect. Donc, il faut consulter des professionnels qui ont en tête l'idée de vouloir faire évoluer les gens dans ce qui leur appartient, dans ce qui est supposé leur appartenir. Je dis toujours que c'est un travail de dignité humaine, ce qu'on fait. Et à ce moment-là, oui, donc de faire ces recherches, comme on dit, et de trouver des gens comme toi, comme tous les autres que l'on connaît, que ce soit en France. Ça se développe beaucoup, hein, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays, en Europe. Ça se développe beaucoup au Canada, on le voit aussi. Ouais. Mais vraiment ouais, de faire appel à des gens qui travaillent de façon, je veux dire, intelligente, en fait. Mm, mm. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent se former à la posturologie, à la neurologie fonctionnelle appliquée, où est-ce qu'ils te retrouvent, Matt? Comment est-ce qu'ils prennent contact avec toi ou qu'ils s'inscrivent à tes formations? Alors déjà en Europe, pour tout ce qui est posturologie, il faut faire appel au CIES du docteur Bricot, qui a des chapitres un peu partout là, bon, en Europe. Ouais. Moi, je m'occupe de ces enseignements pour ce qui est le Canada et tout ce qui est en langue anglaise, donc CIES Canada USA. Et puis pour les formations de l'Institut IP, ben, c'est institutip.com et là, on retrouve les dates de tous les cours et je les donne tous parce que des fois, c'est une question qui est posée. Mm, mm. Je me suis présenté en Suisse un vendredi matin pour donner un niveau 1. On était là 1 heure d'avance et puis le premier étudiant rentre et dit Ah, mais t'es là? Parce qu'il me reconnaissait du réseau. Puis là, je le regarde en voulant dire T'es ici pour la formation, hein? Et ben oui, Institut IP. Puis je dis, ouais, ouais. Il dit, mais c'est toi qui la donne. Puis je me dis, ah mon Dieu, mais dans la tête de certains, en fait, c'est que c'est pas moi qui donne toujours les formations. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est encore le cas. Donc oui, c'est moi qui donne les formations, toutes les formations de l'Institut IP. Ouais. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, si les gens ils veulent me rencontrer, ben, c'est une bonne façon Pour de le faire. meilleur. Et c'est un point de départ souvent pour plusieurs à savoir que ça les ouvre sur des horizons euh, vraiment très, très cool, très puissant, vraiment surtout très puissant. C'est une belle introduction à l'Institut IP là, pour tout ce qui est neurologie fonctionnelle, autant pour les coachs sportifs, mais aussi pour les spécialistes en santé mentale. Et puis oui, donc ça ouvre beaucoup d'horizons là, pour les professionnels à partir de ce moment-là. Ouais. Moi, je peux le dire, c'est une formation qui a changé ma vie. Bon, celle du docteur Bricot aussi, hein. C'est tout à fait complémentaire. Ouais. Et les deux me permettent d'aider les gens d'une manière exceptionnelle aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça le but, ça a toujours été de. Parce que bon, comme on dit, on a tous nos mentors. Moi, Bernard, Dr. Bricot, ça fait tellement d'années qu'à partir du moment où j'ai développé un truc, c'était dans l'idée, là, a priori, d'être complémentaire. Parce que de toute façon, ce qu'il fait, Dr. Bricot, c'est déjà. C'est pas juste qu'il le fait bien, c'est une révolution, en fait. Donc, de révolutionner une révolution, il faut pas être con non plus. Mais d'y ajouter des trucs, puis de complémenter, oui, c'est à ce jour ce qui m'anime, là, c'est de travailler dans le même sens, puis d'améliorer la pratique professionnelle des gens qui viennent faire les formations. Donc, oui, puis tout ça dans le bien. Tout ça pour le bien commun, hein, si on revient à ce qu'on disait, là, oui, tu sais, Ouais. donc, que ça puisse nous bénéficier, nous, en tant que praticiens, parce que, bon, tu sais, on est occupé, on voit des gens, puis on gagne notre vie avec ça, il faut le dire, donc c'est cool. Et puis le steak est de plus en plus cher, donc c'est quand même bien de bien gagner sa vie, parce que je ne deviendrai pas vegan parce que le steak coûte plus cher. Mais à ce moment-là, de dire que, ben, si moi je mange du steak, c'est parce que je suis capable d'aider beaucoup de personnes aussi. Donc, il faut qu'il y ait un échange à travers tout ça, là. Ouais.
Et puis, si on veut suivre ton actualité, on te retrouve sur les réseaux. Je mettrai tous les liens de toute façon pour Ouais, c'est ça, l'Institut EP, le ouais. CIES et tes réseaux. Donc, Instagram, Facebook. Ouais, Instagram et Facebook, en fait, surtout, là. Ouais, puis pour les différents projets, là, ouais, tu connais tous les liens, donc je te laisse aller avec ça. Ouais. Je vous mettrai l'Institut IP, je vous mettrai Personeuro, on n'en a pas parlé, mais c'est une formation spécifique qui utilise la neurologie fonctionnelle appliquée pour réduire le stress et comprendre ce que c'est que le stress. Et ça aussi, c'est une super formation à faire avec Matt, qui peut se faire aussi en ligne. Donc, Ouais. tous les liens seront dans la description et dans le mail récapitulatif de ce soir. Ben, ça a été un plaisir, Cécile. Merci beaucoup de m'avoir Merci à reçu toi. pour ton sommet. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Je pense que je vais faire plusieurs sommets par an, comme ça j'aurai la chance de pouvoir discuter avec toi un peu plus souvent. Absolument, je vais toujours dire oui. Merci Matt, je te souhaite une bonne journée et puis on se revoit bientôt. Ben, bonne soirée à toi. À très bientôt, ma chère. À bientôt, bye. Ciao.